On entend parler de plus en plus de puissance, de travail d'explosivité et de profil force-vitesse. C'est logique puisque on est actuellement dans une ère de puissance. Mais si je vous disais que travailler la puissance est contextuel et que d'ailleurs il n'est pas toujours nécessaire de la travailler. Il y a un petit temps, un abonné m'avait demandé en commentaire YouTube de faire une vidéo sur la puissance. Alors, je réponds un peu tard à sa demande, mais bon, voilà qui est fait. Donc, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on parlera puissance et je vais vous donner une vision scientifique, mais simple, croisée avec des vérités de terrain. Pour rappel, ProTrainer, c'est la branche coaching et préparation physique du laboratoire de recherche en biomécanique Volodalen. Notre objectif est de croiser les connaissances scientifiques et de terrain aussi pour créer une connaissance qualitative mais simple. Alors si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner. Bon retour sur la chaîne. Pour définir la puissance, on peut le faire de manière très simple en disant que c'est le lien entre deux paramètres, la force et la vitesse. Si j'écris le calcul, c'est P égale F fois V. Ça, c'est la puissance, qui n'est pas la même chose que l'explosivité si on veut rentrer un petit peu dans le détail technique. L'explosivité, en fait, c'est le temps qui va me séparer du moment où je ne fais rien, à T0, à ma puissance maximale. Ça, c'est l'explosivité, c'est le temps qui me sépare entre les deux zéros à max. Et ça, peu importe au final mon maximum, je ne suis pas obligé d'avoir une puissance à la fin qui est très haute. Je définis juste le temps qui sépare les deux. Mais en réalité, il y a une corrélation parce que les paramètres qui vont déterminer ma puissance et mon profil force-vitesse, ils sont inscrits dans mon corps et on va essayer de décortiquer tout ça. Pour comprendre ce fameux profil force-vitesse, il faut comprendre, comme je vous l'ai expliqué, que c'est une relation, c'est un lien entre la force et la vitesse. Je vais vous montrer par la pratique pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre. J'ai des kettlebells qui sont de plus en plus lourds. Ce que je vais vouloir faire, c'est tirer chaque kettlebell le plus rapidement possible. Alors, vous imaginez bien que le kettlebell le plus léger, c'est celui avec lequel je vais pouvoir tirer le plus rapidement possible, parce que la résistance, le poids, est moins grande. Donc je peux exprimer une vitesse la plus grande possible. Dans ce cas-là, puisque ma résistance n'est pas très grande, la force que je dois mettre dans mon geste n'est pas très grande. Sachant que l'objectif est toujours de tirer le plus vite possible, plus je vais monter dans la charge, donc dans la résistance, plus ma force devra augmenter et conjointement ma vitesse va diminuer. Ma charge augmente, la force augmente, jusqu'à ce qu'elle devienne trop grande, donc la vitesse diminue. Là, je viens de vous démontrer le lien direct entre la vitesse, la force, qui est elle-même liée à la résistance. Autrement dit, je ne peux pas appliquer ma vitesse maximale avec ma force maximale. C'est pas possible. Je ne peux pas être à la fois à gauche et à droite en même temps. Donc mon fameux profil force-vitesse, ma puissance, va être déterminé par quoi? Par ma capacité à garder un maximum de vitesse avec un maximum de poids, tout en sachant que cette force et cette vitesse ne seront pas à leur maximum de ce que je suis capable de faire, si je les prenais individuellement. La relation force-vitesse, donc la puissance, elle s'exprime dans le meilleur équilibre possible entre les deux. Donc c'est un petit peu plus clair pour vous, une question se pose. Comment déterminer la puissance? Commençons par la vitesse. La vitesse, on va aller chercher notre vitesse maximale, parce que plus ma vitesse est maximale, donc plus je suis capable de courir rapidement, plus ma puissance sera grande, puisque puissance égale force fois vitesse. Donc on va aller tester le sprint. On va tester de 0 à vitesse maximale, donc aux alentours de 30, 40 mètres, 50 mètres, ça dépend un petit peu, et ça vous donne la vitesse maximale. En fait, cette vitesse, elle est d'abord déterminée par vos fibres musculaires et leur capacité à se contracter rapidement ou non. On a des personnes qui sont en fibre lente et d'autres qui sont en fibre rapide. Vous connaissez les deux extrémités, avec au milieu un curseur sur lequel vous allez vous balader. Vous allez être plus ou moins en fibre rapide ou plus ou moins en fibre lente en fonction d'où vous vous placez sur le curseur. Donc la vitesse est d'abord déterminée par vos fibres musculaires. Mais elle est aussi déterminée par votre niveau d'expertise. Un débutant n'aura pas la même coordination qu'un expert, simplement parce qu'il n'a pas fait le même nombre d'heures. Mais pour autant, un débutant avec des fibres très rapides sera capable de courir très vite. Mais il demandera un certain temps avant de devenir un excellent sprinter. Il aura besoin d'entraînement.
Là, c'est le lien entre vos fibres musculaires et le sprint. Et donc ce sprint, eh bien, c'est l'équivalent de la puissance horizontale. On peut calculer aussi la puissance verticale. Et là, on va utiliser ce que l'on appelle un contre-mouvement jump ou un squat jump. Mais à nouveau, si vous avez des fibres qui sont plutôt rapides, vous allez pouvoir sauter haut. Et donc cette puissance verticale, elle va être aussi déterminée par vos fibres rapides ou vos fibres lentes. Et comment est-ce qu'on sait si c'est rapide ou lent? Eh ben nous, depuis des années qu'on travaille avec ça, on a établi un certain classement qui montre par exemple qu'en tant qu'homme, si vous êtes au-dessus de 42 cm au contre-mouvement jump, eh ben vous entrez dans les fibres rapides. Entre 35 et 42 cm, vous êtes dans des fibres moyennes, et puis en dessous de 35, vous commencez à rentrer dans des fibres lentes. Mais bien sûr, ça, c'est une donnée qui est décontextualisée, et donc il faut la recontextualiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes tennisman avec un contre-mouvement jump qui vous donne 45 cm par exemple, et que vous vous comparez au haut niveau, vous allez pouvoir voir que vous êtes déjà au-dessus de la moyenne, qui va se situer plus ou moins à 43 cm. En athlétisme, si vous êtes sous les 55, alors ça deviendra compliqué de courir aussi vite que les meilleurs du monde. Donc je prends ma donnée et je la recontextualise pour savoir si elle est utile ou pas. Et dans ce cas-là, est-ce que je peux travailler ma puissance ou pas? Eh bien ça, c'est en fait le terrain qui va me donner l'information. C'est le terrain qui va contextualiser l'utilisation des différents exercices pour augmenter ma puissance, ma vitesse, ma force maximale, l'équilibre, la technique, etc. Ça, c'est très important à comprendre. L'orientation de l'entraînement ne part pas d'un test, mais plutôt d'un besoin sur le terrain. Alors pour revenir au CMJ, au contre-mouvement de jump, ça vous donne les fibres musculaires, mais le problème d'un contre-mouvement de jump, c'est que ça vous donne une globalité de puissance. Mais ce n'est pas précis parce qu'on ne sait pas si vous l'exprimez sur de la vitesse ou de la force. Puisque le contre-mouvement de jump, vous le faites au poids de corps, il vous manque une sacrée résistance pour pouvoir appliquer de la force. Rappelez-vous ce que je vous ai montré avec les kettlebells. C'est pour ça que pour exprimer de la force avec un maximum de vitesse, j'ai besoin de résistance. Et donc pour ça, il y a des protocoles qui existent, il y a même des accéléromètres qui existent. Nous, on a créé un accéléromètre qui s'appelle le Vibe et qui permet justement de déterminer la puissance que vous allez mettre en augmentant progressivement le poids. Alors c'est assez simple, vous allez mettre la barre au niveau des épaules, vous êtes en squat, et vous allez devoir pousser le plus fort possible. Alors on n'utilise pas l'énergie élastique comme au contre-mouvement de jump ici, on va juste utiliser la puissance concentrique brute. Alors vous mettez en squat jump, vous attendez une demi-seconde et puis vous poussez le plus fort possible. Alors tant que la charge est faible, vous allez voir que vous allez pouvoir presque sauter avec la barre sans aucun problème jusqu'à ce que votre charge soit beaucoup trop lourde et que vous ne puissiez plus sauter avec la barre. Et puis la dernière étape, c'est que vous n'arrivez même plus à pousser verticalement. Et donc en fait, ce que l'accéléromètre fait, c'est qu'il utilise les algorithmes que l'on a mis en place et développés depuis maintenant presque 5 ans pour pouvoir déterminer qu'à un certain moment, votre vitesse, elle chute drastiquement. Et donc votre charge, elle devient trop grande. Donc on obtient ce qu'on appelle un plafond, un profil qui va vous déterminer la puissance que vous êtes capable de générer. Donc à la fin du test, vous obtenez le meilleur ratio possible pour pouvoir développer votre puissance du côté de la force. Alors ici, vous voyez par exemple, c'est 47% de 217 kg, ce qui veut dire que ma puissance maximale, elle est générée à 101 kg. Avec 101 kg, je suis capable de maximiser ma vitesse. Alors oui, je suis d'accord avec vous, là on parle de développer la puissance au travers de la force. Et en réalité aujourd'hui, sur le terrain et en préparation physique, on exprime beaucoup la puissance à travers la force. Mais on pourrait le faire aussi du côté de la vitesse. Et comment faire pour augmenter cette vitesse? En réalité, il faut délester le poids du corps avec des élastiques comme aide extérieure pour lutter contre la gravité. Vous connaissez les contre-mouvements de jump, je peux faire la même chose avec un élastique pour peser moins lourd. Et ça, je peux le faire aussi avec des fentes pour délester mon corps. L'objectif pour augmenter le côté vitesse dans la puissance, c'est de peser moins lourd. Donc ce qui va déterminer notre ou votre profil force-vitesse, ce sont à la fois vos fibres musculaires, à la fois votre expérience et à la fois le contexte. Mais nous, on ajoute deux autres facteurs. Le premier, c'est le ratio entre les muscles et les tendons. Plus un muscle est long, plus il pourra développer de la force avec du TST, des temps sous tension qui sont plutôt longs. On part du coup du principe que sa puissance va être priorisée par la force. A l'inverse, plus le muscle est court et plus il y aura du tendon, et plus c'est tendineux, plus c'est élastique. On priorisera alors
le système de rebond, la vitesse. Et le deuxième facteur déterminant sont les motricités naturelles. Plus la personne se retrouve à gauche du curseur, plus elle apprécie la flexion, l'ancrage, la poussée, donc la force. A l'inverse, plus elle est à droite du curseur et plus elle apprécie le rebond, le dynamisme, donc la vitesse. Alors une fois qu'on a établi toutes ces données, on va pouvoir utiliser les exercices pour savoir si on amène la personne plus en force ou plus en vitesse. Et là, ça va être intéressant de voir que dans le travail de puissance, en réalité, l'objectif n'est pas de sauter plus haut ou courir plus vite, sauf si votre sport, c'est le sprint. L'objectif est de s'améliorer sur le terrain, parce que quand on parle de puissance, on ne parle pas de monsieur et madame tout le monde. Ne vous faites pas chier à travailler de la puissance avec monsieur et madame tout le monde. Quelqu'un qui fait de l'hypertrophie, quelqu'un qui fait de la perte de poids, tous ces objectifs fitness, eh ben, on s'en fout complètement quand on parle de puissance. Vous n'en avez pas besoin. Donc ça veut dire que si vous voulez développer de la puissance, on parle automatiquement d'athlètes, de sportifs. Et là, peu importe le niveau, mais ce sont des sportifs avant tout. Je vous propose de regarder cet extrait de la vidéo de Jean-Benoît Morin et puis on se retrouve juste après. On a vu des gains de jump chez des gens qui jouaient au rugby à très haut niveau depuis plus de 10 ans. Euh, Parce qu'ils s'entraînaient plus ou moins tout le temps de la même façon. Ils avaient, entre guillemets, plafonné en termes de puissance maximale. Et voir dans leur profil où étaient les nouvelles marges de progrès a permis d'améliorer la hauteur de saut. Alors je voudrais vous rendre attentif à quelque chose. Ici, il explique qu'il utilise l'optimisation du profil lorsque certains athlètes arrivent à un plafond de puissance maximale. Et il dit notamment que certains joueurs de rugby ont utilisé ce profil force-vitesse pour optimaliser la puissance. Et par exemple, lors des sauts, ils sautent de plus en plus haut. La question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante. Est-ce que si je saute plus haut dans mes tests, est-ce que je deviens un meilleur rugbyman? C'est une vraie question parce que ça fait intervenir ce que l'on appelle le transfert. Autrement dit, est-ce que les paramètres que je travaille en entraînement sont transférables? Et si oui, comment? Parce que c'est bien de sauter de plus en plus haut si on s'entraîne à sauter, mais est-ce que ça fait de moi un meilleur joueur sur le terrain? Et les publications scientifiques sont loin d'être unanimes à ce sujet. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous entraîner en puissance, ça veut juste dire qu'il est bon de temps en temps de se poser la question si ce que je fais a vraiment un sens dans ma pratique ou dans la pratique de mes athlètes. Alors puisque vous êtes resté jusqu'ici, je vais vous donner un petit bonus en préparation physique. La variation dans la répétition. C'est un concept qui a été officialisé par Franz Bosch dans un livre d'ailleurs que je vous conseille vivement de lire si vous êtes préparateur physique. Le concept est assez simple, mais il a tout son sens quand vous comprenez le mouvement et l'adaptation. Plus vous pratiquez un mouvement dans une direction précise, un angle précis, une vitesse spécifique et définie, une intensité précise, plus votre système nerveux se coordonne pour s'améliorer dans cette direction, à cet angle précis, à cette vitesse et avec cette intention précise que vous lui avez donnée. Donc la situation détermine l'adaptation. Mais dans un geste spécifique, il existe une multitude et une infinité de situations. Alors bien sûr, plus votre sport est fermé et plutôt statique, moins ces situations vont être multiples. Si vous prenez un joueur de cornhole, un golfeur ou même un batteur au baseball, les situations sont plus fermées qu'un basketteur ou un tennisman qui va devoir s'adapter à une multitude de situations changeantes et de manière extrêmement incertaine. Donc des situations fermées demandent moins d'adaptation que des situations ouvertes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y en a un peu moins. Ce qui signifie que plus il existe de situations différentes potentielles dans votre sport, plus vous devez diversifier vos mouvements pour que votre corps s'adapte au mieux à la situation. Donc je dois créer des situations en préparation physique dans lesquelles je vais avoir des angles différents, des vitesses différentes, des orientations différentes, des intentions de mouvement différentes. Et c'est ce que l'on appelle la variation dans la répétition. À la fois, je dois répéter mon mouvement pour que mon corps s'adapte aux contraintes articulaires, musculaires, osseuses, mais je dois créer aussi de la variation pour solliciter un maximum de situations différentes. Si je dois faire un saut vertical parce que je suis basketteur, volleyeur ou même footballeur,
Eh ben, mes sauts devront être différents, une fois avec partenaire et une intention de faire une passe, une fois avec un adversaire qui vient me pousser, une fois avec des pieds qui sont dissociés, une fois avec une coordination différente de ballon au départ, une fois avec une intention de sauter pour aller attraper le ballon en hauteur, bref, vous avez compris, je varie un maximum mes situations tout en répétant un pattern de mouvement que l'on retrouve dans le geste sportif. En faisant ça, le corps, il choisit des chemins les plus précis et les plus efficients pour réussir le geste, un peu comme une sélection naturelle. Et puis il va optimiser ces patterns de mouvement pour que la coordination soit la plus facile possible au moment où la situation spécifique demande un geste plus spécifique possible. Le geste ne sera pas parfait, mais il englobera un maximum d'adaptations possibles pour être le plus efficient possible. Donc travailler la puissance, que ce soit par la force ou par la vitesse, devient très intéressant quand on s'occupe de sportifs en compétition et que le terrain nous amène des situations qui demandent à être travaillées. Plus on va respecter ce principe de variation dans la répétition, plus on préparera le corps à s'adapter de manière efficiente à n'importe quel type de situation.